Au Maternelle d'Afrique, on répond aux questions liées à l'éducation de nos enfants. Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur l'éducation. Nos enfants de la récré nous diront ce qui leur fait peur. Et enfin, dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevrons Sandrine Roland. Mais avant cela, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Simone qui nous écrit de Kayanza au Burundi. Et elle me demande quel est le programme alimentaire type pour un bébé de 9 mois. Donc Simone, si votre bébé a 9 mois, je suppose que vous avez déjà commencé à introduire l'alimentation solide, les aliments solides dans son alimentation, puisque l'OMS recommande une alimentation exclusivement au lait maternel ou lait maternisé jusqu'aux 6 mois révolus du bébé. Et entre 6 mois et 9 mois, vous avez dû introduire donc les fruits et les légumes. Alors, on a demandé au docteur Aménito, notre nutritionniste, de nous donner une idée de régime alimentaire type pour un bébé de 9 mois. Donc, il nous dit que à 9 mois, on peut introduire donc les féculents, patates douces, ignames, pommes de terre ou encore du riz ou des pâtes. Là, il faut faire attention à bien les cuire. Donc, un exemple de plat, ce serait donc une purée de légumes. Donc, ça peut être courgettes ou ce que vous avez sous la main, à laquelle vous allez ajouter un petit peu de patates douces. Donc, vous voyez, donc là, par exemple, j'ai une petite assiette comme ça, l'équivalent de la quantité de cette assiette-là. Et puis, petit à petit, vous allez introduire aussi des protéines, c'est-à-dire de la viande ou du poisson, l'équivalent d'une cuillère ou deux, que vous mixez avec vos légumes et puis votre fécule ou vos féculents. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un fruit que j'aime beaucoup, qui est l'ananas, parce qu'il est super, l'ananas. L'ananas, ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il est bourré de vitamine C, de manganèse et de potassium. Et ces éléments, ils vont permettre d'éliminer les toxines. Ce sont les toxines qui font que vous tombez facilement malade. Il contient une enzyme que l'on appelle la broméline. Et cette enzyme, elle va vous permettre donc de lutter contre tout ce qui est problème de digestion. Et ce qui est super aussi avec cette enzyme, c'est qu'elle est anti-inflammatoire. Donc, Simone, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et si vous aussi, vous avez des questions sur l'alimentation auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Quand on devient parent, déjà avant de devenir parent, on s'imagine, quand on regarde les autres enfants, on se dit mais mal élevé cet enfant. Et puis quand nous, on devient parent à notre tour, on se dit finalement, l'enfant n'était pas comme à la boutique ou comme dans le magazine, là, bien souriant, bien gentil. Il faut que j'adapte ce que je m'étais imaginé à mon enfant. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler des méthodes d'éducation que l'on choisit d'appliquer au sein de la famille. Et nous avons justement posé la question sur notre page Facebook à nos maternautes et paternautes. On a demandé si vous étiez pour ou contre la fessée. Et donc, sur 150 votes, vous avez été 64% à nous dire que vous étiez pour. Alors, aujourd'hui, on va discuter avec Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Vous êtes congolaise, moitié belge. Oui. Vous avez 37 ans, vous êtes entrepreneuse et vous êtes la maman de Liane qui a 5 ans et de Calista qui a 1 an. Voilà, c'est ça? Bienvenue au maternel. Merci. Je reçois également Hélène. Hélène, vous êtes du Niger. Vous avez 37 ans, vous êtes la maman de Cassiane, j'ai toujours des problèmes avec les prénoms. Ça ne changera jamais. Donc, Cassiane qui a 5 ans et Ayana qui a 1 an. Exactement. C'est joli, Ayana. Ça vient d'où? C'est très joli. Composition personnelle. Eh bien, dis donc, vous avez une belle imagination. Et aujourd'hui, je reçois notre pédopsychiatre préféré, le docteur Bissouma. Vous nous avez apporté un recueil de poésie, Agonie féminine, que l'on peut retrouver dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire pour l'instant. J'espère qu'on pourra le retrouver au Togo, par exemple. Et moi, j'ai mon exemplaire que j'emmène avec moi. Voilà, donc on va commencer avec vous, Stéphanie. Stéphanie, vous aviez imaginé, de par votre éducation, une certaine façon de faire avec vos enfants. Ça s'est passé comment? Voilà, bon, moi j'ai grandi à Kinshasa avec un papa congolais.
et une maman belge. Et donc, c'est vrai qu'à mon époque, quand j'étais petite, les enfants n'avaient peut-être pas autant le droit de citer qu'à présent. Et c'était peut-être beaucoup plus sévère en fait que maintenant. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le ressens. On nous laissait peut-être un petit peu moins la parole, etc. Et donc, quand j'étais enceinte et que j'ai eu le mien, je me suis dit non, mais mon enfant, il va être dans les clous. Quand je vais le regarder avec des grands yeux, il va se taire. Quand je vais lui demander de s'asseoir, il va s'asseoir. Donc une fois qu'il est arrivé, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait. Comment ça s'est passé alors? Alors, moi, j'ai eu un bébé qui, pendant les 3-4 premiers mois, n'a pratiquement pas dormi. La nuit, il dormait, mais la journée, pas du tout. Et donc, je n'avais pas vraiment de temps de récupération. Et puis, en grandissant, il s'est un petit peu assagi, on va dire. Et puis, on a changé de pays. En fait, on habite à Kinshasa. On est venu s'installer à Abidjan quand il avait à peu près 18 mois. Et en arrivant ici, eh bien, je ne sais pas si c'était le changement d'environnement, de maison, de nounou, de tout. Mais c'est devenu encore un petit peu plus compliqué. Et jusqu'à ces 3 ans à peu près, j'ai dû beaucoup sévir. Et je voulais poser la question à Hélène. Hélène, vous, est-ce que c'était la même configuration que Stéphanie? Vous aviez imaginé un mode d'éducation pour vos enfants, et puis finalement, ça a été différent, ou pour vous, c'était de façon sûre, je devais faire cette manière-là et j'applique? Alors, c'était exactement comme Stéphanie, dans la mesure où je suis la dernière d'une fratrie, on était 4, et tout roulait. J'étais un enfant sage, limite modèle, un peu timide, maladive, il n'y avait pas de problème avec moi. Je n'ai pas vraiment évolué dans un milieu où il y avait des enfants. Donc je pensais qu'un enfant, on lui disait, il écoutait et ça passait. Alors j'étais la maman cliché, ou en tout cas la personne cliché. J'arrivais au supermarché, je voyais des parents, je leur disais, fais quelque chose. Mais tiens ton enfant. Il roule par terre, j'étais là, alors là. Un jour j'ai dit à une maman, c'est quoi ce gosse? Elle a répondu, elle était fâchée, mais j'ai compris dans ses yeux qu'elle était désespérée. Aujourd'hui, on en parle. Mais le mien, pas du tout. Mais il n'était pas du tout comme moi, il n'écoute pas, il m'a tenté dès le départ et on est obligé de s'énerver. Et ça a été vraiment pas facile. En fait, pour moi, un enfant, c'était beau, c'était mignon. J'ai pas imaginé que ça pouvait être une source de stress et surtout pas aussi petit. Et donc, vous avez commencé à sévir? Oui. Et comment vous avez sévi? Alors, j'ai grandi au Niger avec des enfants que je voyais qu'on éduquait. Écoute, tu n'écoutes pas, une petite gifle, une petite tape, on crie. En fait, par mimétisme, je ne me rendais pas compte, mais en fait, c'est ce que je faisais. Alors qu'à moi, on ne me l'a pas fait. Je voulais vous demander justement, docteur Bissouma, on est en Afrique ici, donc dès qu'il y a un problème, dès que tu ouvres un peu la bouche, c'est tout de suite, bon allez, je te corrige, et puis on en passe à autre chose, on met les compteurs à 0. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que ce n'est pas la solution. Et ça se voit dans ce témoignage. Un enfant qu'on frappe, un enfant qu'on fesse, un enfant qu'on gifle, au bout d'un moment, quand il prend de l'âge, c'est comme ça. En fait, on lui apprend que c'est comme ça qu'on entre en relation avec les autres. Et donc, ça va être sa façon de faire. Parce que c'est l'éducation qu'on lui a donnée. Avant, on avait moins de sollicitations de l'environnement, moins de modèles éducatifs. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas toutes ces chaînes où on voit l'émancipation des enfants, on voit des enfants qui répondent aux parents, on voit des enfants qui s'affirment. On avait un modèle éducatif qui était traditionnel, donc on subissait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors Stéphanie, vous appliquez votre méthode que vous avez appris de par vos parents, de par vos origines, de par votre culture, et puis finalement vous vous rendez compte ça ne marche pas forcément et il y a un déclic. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, comme je le disais, à partir de 3 ans et demi à peu près, on a en face de soi un petit garçon qui parle extrêmement bien, qui raisonne extrêmement bien aussi. Et je me rends compte surtout que ça n'a aucun effet, c'est-à-dire que le nombre de fessées augmente, le nombre de cris augmente et finalement ça ne change rien dans son comportement, il continue de ne pas écouter. Parce qu'en fait, mon fils, c'est pas tellement, il ne fait pas de bêtises. Ce n'est pas un petit garçon qui a dessiné sur les murs ou qui découpe des choses, mais il est très, très, très énergique.
Et donc, parfois, on a envie de calme. Moi, je suis quelqu'un qui aime le calme. Et j'ai un mari très énergique. Et donc, son fils a pris de lui et est très énergique. Alors, de l'aveu de ma belle-mère. C'est pas moi qui le dis. En fait, à un moment donné, on se rend compte qu'on essaie de discipliner un être humain qui, finalement, a son propre libre arbitre, comme je disais, qui a ses envies, ses besoins. Donc, je me rends compte que ça ne fonctionne pas et j'entends parler, via des amis, de la méthode d'éducation positive. Alors, ça porte plusieurs noms, hein. Il y a l'éducation bienveillante, communication positive, peu importe. Le principe est toujours le même, c'est une méthode de communication qui peut nous être enseignée, qui va nous aider à mieux communiquer donc avec nos enfants. Avant qu'on développe cette méthode positive, j'aimerais bien que Hélène nous parle de son déclic, parce que vous aussi, vous avez eu un déclic. Oui. C'était quoi? C'était mon fils. Parce qu'effectivement, j'avais entendu parler de solutions. Je me remettais tout le temps en cause, parce que ce n'était pas du tout la relation que je voulais. C'était mon premier fils, le seul et unique que j'avais. Je veux de la complicité, des bars, que ce soit mon ami, d'autant plus que mon mari est souvent en déplacement. Je me suis dit, bon, je vais me faire des restaurants avec mon fils, ce sera mon copain. Mais là, ce n'était pas le cas, parce que j'étais tout le temps en train de l'empêcher de faire ci, de le réprimander. Et je me suis dit, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la relation? Et lors d'un voyage, on était tous les deux dans l'avion, il était tout content. Il m'a regardé, il m'a dit, maman, je peux te poser une question? Je lui ai dit, oui. Il dit, j'aimerais que tu arrêtes de me taper, s'il te plaît. Mais est-ce que tu sais pourquoi je te tape? Ça m'a affectée, mais je l'ai bloqué, je ne l'ai pas montré en fait. Est-ce que tu comprends pourquoi je te tape? Oui. Pourquoi? Parce que peut-être que j'écoute pas tout le temps. D'accord. Ça veut dire pour lui, c'est juste léger. Et à côté, je vois que tu m'aimes parce que tu m'amènes en voyage, parce qu'on est en train de passer un bon moment. Pourquoi, au final, tu es en train de tâcher au fond de moi ce petit truc d'amour? J'ai dit d'accord, j'ai compris, parce qu'en fait, ça m'énerve quand je te parle que tu ne m'écoutes pas. Donc, à un moment donné, je perds patience et c'est pour ça que je le fais. Il m'a dit d'accord. Alors, maman, moi, je te promets, je vais essayer de t'écouter, mais s'il te plaît, toi aussi, tu me promets, tu ne me tapes plus. Wow. J'ai dit d'accord. Vraiment, je me suis dit c'est la meilleure thérapie qui pouvait exister, parce que derrière, il aurait pu être traumatisé. Alors justement, docteur Bissouma, quand on arrive au pied du mur, nos invités le disent très bien, les enfants sont tous différents. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Et il y a des fois, donc, le quotidien fait qu'on est fatigué, on a moins de patience. Quelles sont les alternatives à la punition que l'on connaît classique ici, la fessée? Vous savez, quand on arrive à la fessée, c'est parce qu'on ne peut pas dialoguer, parce qu'on ne peut pas parler. Je ne pense pas que les enfants naissent difficiles. Il y a des enfants qui ont certaines difficultés liées à peut-être des causes biologiques. Mais la personnalité de l'enfant, elle va se construire dans la relation qui se tisse avec les parents. Donc je pense qu'il faut que les parents s'arrêtent, que les parents réfléchissent aux conditions, aux circonstances qui font qu'ils arrivent à ça, pour essayer de changer quelque chose. Peut-être que sortir un peu, respirer, boire un verre d'eau, souffler un peu, avant de réagir quand un enfant fait des bêtises ou quand un enfant est difficile, ça peut éviter, ça peut désamorcer et éviter de passer à la fessée. Et vous alors Stéphanie, vous, tout à l'heure, vous avez commencé à nous expliquer que vous avez découvert une méthode. Voilà. Alors, quelle est ce n'est cette pas une méthode magique, pas une méthode. attention, et ça demande un peu de travail. Hein. C'est pas, un peu beaucoup, je crois. Voilà. Déjà, dans l'état d'esprit, il faut vraiment changer son état d'esprit pour être ouvert à la méthode. La méthode de communication non violente ou communication positive, ce qu'elle prône, en fait, c'est des outils. Elle donne des outils pour mieux communiquer avec son enfant. Ça marche aussi avec les adultes en réunion, etc., dans le cadre du travail. Mais donc, pour ce qui nous concerne, ça fonctionne avec les enfants parce que, d'abord, on essaye de faire réaliser aux parents que l'enfant est un être humain, que c'est une personne. Ce n'est pas un enfant, c'est une personne qui a des envies, des besoins, un caractère, des sautes d'humeur, qui vit sa vie, en fait, au même titre que nous, adultes. Et donc, déjà, essayer de remettre le niveau adulte-enfant, essayer d'équilibrer un petit peu. Et ensuite, un des grands principes, c'est d'essayer de diminuer la tension à la maison. Parce que toutes ces situations où on va
donner des fessées, crier, etc., c'est un engrenage en général dont on a vraiment du mal à sortir et ça crée beaucoup de tension dans le foyer. Et donc cette méthode aide un peu à dédramatiser parce que déjà souvent on le fait en groupe, donc on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde. C'est aussi pour le parent un moyen de mieux se sentir parce qu'on n'est jamais content de donner une fessée ou de crier sur son enfant, on en sort toujours frustré. Alors vous, Hélène, par contre, est-ce que c'est la méthode positive de la communication non violente que vous avez appliquée ou vous avez trouvé d'autres astuces? Je me cherche. Oui, donc c'est vraiment plusieurs alternatives. Déjà, investir dans du personnel de maison compétent, parce que c'est une vraie vocation, c'est un vrai travail. En Suisse, d'ailleurs, on les appelle les mamans du jour, les nounous. Donc, elle est là pour me relayer, pour me compléter, pour voilà, faire des choses aussi que je ne peux pas faire. Donc, en l'occurrence, en fin de journée, énervée, fatiguée, stressée, et de devoir dire la même chose. Va te prendre ta douche. Et je viens de te dire, va prendre ta douche. Ben, à un moment donné, va prendre ta douche parce que sinon, ça va venir. Ben, elle va avoir cette douceur parce qu'elle a aussi du recul. Elle ne prend pas les choses... Il y a moins d'émotions, en fait, par le fait de déléguer. Parce que pour elle, elle ne va pas se dire qu'est-ce qui sera dans 20 ans ou qu'est-ce qui sera dans 10 ans si tout de suite, il n'est pas allé prendre la douche. C'est vrai. On relativise. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, à un moment donné, on n'est pas des super mamans, on est juste des êtres humains. Et peut-être qu'il ne faut pas avoir peur d'être indigne. Il faut être une vraie maman indigne. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il lui faut, ce qui lui plaît. Donc, à ces moments-là, au lieu de le faire, j'ai dit à mon mari, écoute, on prend l'apéro. Ah ben alors là, peut-être qu'il est en train de faire la même chose, mais on se dit, la nounou, elle est en train de gérer pour le bain, et quand tu reviens, on lui fait des bisous. On est moustillon, on est déstressé, on est content. Et ça marche, et on vit. Dites-moi, docteur Bissouma, je vais revenir là-dessus. Vous savez, donc on est en Afrique. Culturellement, ici, la fessée ou les coups, ça fait partie de notre quotidien. Combien de personnes je croise dans la rue qui nous disent, mais vous voyez, regardez comment les enfants en France là, évoluent, comment aux États-Unis ils évoluent. Nous, on n'a encore pas ça et si vous voulez nous ramener les choses de là-bas là. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là? Je ne suis pas sûre que les personnes qui ont été battues, qui ont été violentées, même si elles ont pu avoir un boulot, même si elles ont une certaine vie, elles aient un confort intérieur, je ne suis pas sûre. On pourrait chez nous choisir bienveillance et cadre, voilà, pour favoriser en fait le plein épanouissement de nos enfants. Il y a les droits des enfants, il y a les devoirs. Et si on reste sur « il a des droits », c'est vrai, mais pour nous les Africains, il a des devoirs. Et donc, il a le devoir d'abord de respecter ses parents, il a le devoir de faire un certain nombre de choses. Je pense qu'on peut s'en sortir assez bien. Alors écoutez, docteur, franchement, ça me plaît beaucoup, les droits et les devoirs des enfants. Et puis le cadre bienveillant, moi, je pense que ce sont les mots que l'on va retenir. Je vais vous dire, je ne pense pas qu'il y ait une seule méthode. Je pense qu'on est des familles différentes, on a des enfants différents et on s'adapte en fonction de la situation, on se cherche, on fait comme on peut. Donc, l'essentiel, c'est d'être toujours bienveillant vis-à-vis de son enfant. Est-ce que ce que je fais là actuellement, est-ce que j'ai raison de le faire? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je suis dans l'état émotionnel me permettant d'être juste vis-à-vis de mon enfant? Pour moi, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a la méthode adaptée à la situation. Bien écoutez, mesdames, merci beaucoup. Merci, merci Hélène, merci Stéphanie, merci docteur pour vos réponses. C'était un sujet passionnant et puis j'espère bientôt vous recevoir de nouveau au Maternelle d'Afrique. Je vais vous laisser parce que là j'ai encore une personne inspirante qui m'attend, mais avant ça, la récré. Panthères et avec les loquins. Vont les araignées. Moi, tu vois, si je suis la toile d'araignée. Et moi aussi. Moi, quand je suis assis par terre, j'ai vu une araignée blanche. J'ai vu l'araignée. Elle est accrochée en haut du plafond. Et jusqu'à elle a descendu vers mes yeux. Moi, je crois qu'il y a des photos bizarres. Moi, je préfère pour tous les animaux. Bon,
Bonjour Sandrine. Bonjour Angela. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci, je suis très contente d'être là. Ah ben je suis ravie. Vous savez, cette rubrique-là, c'est une de mes rubriques préférées. Parce que je reçois une femme inspirante, une femme qui a des choses à dire et une femme qui ne se laisse pas faire. Merci. Alors vous, c'est gentil. Vous justement, il y a quelque chose qui m'intéresse dans votre parcours, c'est que vous travaillez avec votre mari. Oui, tout à fait. Vous avez monté une agence de communication, un groupe dans l'événementiel, c'est ça? Oui, un groupe de communication intégré. D'accord. Oui. Vous avez combien de personnes dans votre groupe? Une quarantaine. Quarantaine de D'employés personnes permanents, oui. et qui sont tous en Côte d'Ivoire? Non, non, bien sûr, nous sommes sur plusieurs pays. En plus. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, etc. Comment c'est de travailler avec sa moitié? Écoutez, c'est très particulier. Pour nous, c'est une expérience un peu différente parce qu'on était à l'école ensemble. Et donc, c'est à l'école qu'on a eu cette idée. Et aujourd'hui, on dirige cette entreprise. Donc, c'est vraiment des amis d'abord, ensuite un projet d'école et ça a donné ce que c'est aujourd'hui, qui est vraiment notre projet commun, notre projet de vie. Et vous êtes parents aussi? Oui, on a 3 enfants. Alors, comment vous avez justement organisé, séquencé votre vie professionnelle et votre vie familiale? On a vite compris qu'il fallait créer un vrai lien de complicité avec les enfants. On communique beaucoup avec nos enfants. On leur a appris très tôt à tout nous dire et vice-versa. Bon, on ne dit pas tout aux enfants, bien évidemment, il y a des filtres, mais on se parle avec les enfants. Il y a aussi le fait qu'on leur fait comprendre qu'être entrepreneur, c'est prenant. Donc, on ne leur cache pas notre vie d'entrepreneur. Quand ils veulent ou quand ils peuvent, ils passent à l'agence. Ils nous voient travailler. Des fois, ils nous rejoignent sur des sites d'événements. Et maintenant, dans l'année, on a des temps pour les enfants. Donc, on a un mois qu'on fait avec eux, toujours à un moment donné de l'année. Et pendant les fêtes de fin d'année, nous fermons l'agence. Quel conseil vous donneriez à des parents qui nous regardent là actuellement, Oui. Qui travaillent ensemble, Oui. Qui élèvent leurs enfants ensemble? Moi, le conseil que je donne toujours, et surtout aux femmes d'abord, c'est qu'il faut ôter cette culpabilité sociétale, culturelle, traditionnelle. Il faut avoir un lâcher-prise. Aucune d'entre nous n'est musclore ni superwoman. Ça n'existe que dans les films. Plus vous avez une relation sincère avec votre enfant, plus l'enfant comprend que c'est vrai qu'il y a des moments où maman n'est pas là, n'est pas disponible. Il faut aussi savoir déléguer sainement. Comment vous avez fait, vous, pour déléguer sainement, c'est avoir une vraie collaboration avec ces personnes. Donc, ce n'est pas le bas employé de maison que je prends de haut. La nounou, pour moi, c'est ma collègue dans la gestion de mes enfants. Mais là, est-ce que le travail ne se fait pas déjà à la base sur la recherche de la personne? D'abord, j'insiste pour qu'on les paye correctement. Parce que la personne, en fait, s'occupe pour vous de votre maison. Donc, c'est quand même une très grande valeur dans votre vie. J'ai une conversation très franche et ouverte avec elle. Et c'est vrai que oui, il faut prendre le temps de chercher quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a quand même des valeurs, une foi assez ancrée, quelqu'un qui respecte l'humain. C'est surtout ça qu'il faut chercher d'abord. Après, on peut apprendre à la personne le travail. Tout à fait. C'est d'abord la personnalité qu'il faut chercher. Tout à fait. Vous trouvez les bonnes personnes et vous savez les garder. Mais il faut les mettre à l'aise. Et vous savez les garder. Vous savez, quand vous les mettez à l'aise, elles vous montrent ce qu'elles sont. Sauf si la personne est foncièrement malhonnête. Ça devient vraiment comme une camarade, en fait. C'est vrai. C'est comme ça que moi, je les prends. Vrai. Il faut être au courant aussi de leur vie. Tout à fait. Il faut être sensible à ça. Il faut savoir aussi déceler. Ah, écoute, j'ai l'impression que ces temps-ci, ça ne va pas. Peut-être que ton fiancé ou ton mari t'embête un peu. On va y arriver? Oui. Bravo.